Donc on va reprendre la partie électrocinétique. La dernière fois, on avait introduit les premiers dipôles, enfin les dipôles simples, donc résistance, condensateur et bobine. Résistance R, condensateur de capacité C, bobine d'inductance L. Et on avait écrit les relations entre le courant, la tension, ou bien les charges, le courant, ou les charges, la tension. Donc je vous rappelle, UAB égale RIAB, à condition de prendre les bonnes conventions. Hein. UAB comme ceci, et IAB, c'est le courant qui va de A à B. Si on a une charge Q ici, on a Q égale CU, à condition de prendre U à partir de la borne sur laquelle il y a la charge Q, sachant que sur l'autre borne, enfin sur l'autre armature, il y a nécessairement moins Q, d'accord? Donc ça c'est U. Et puis ici, on a U égale LDI sur DT, à condition d'orienter U et I de façon cohérente, c'est-à-dire par exemple si I est comme ça, alors c'est ce U-là qui vaut LDI sur DT. Bien évidemment, si vous orientez I dans l'autre sens, U comme ceci sera moins LDI sur DT. Donc méfiez-vous avec les formules apprises par cœur. Dans toutes ces formules-là, il doit y avoir une correspondance entre l'orientation de U et l'orientation de I. La charge Q et la tension, et de même l'orientation de U et de I. OK. Bon, et puis donc ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire, c'était les diodes. Alors je ne vais pas dire grand-chose sur les diodes. Pour le condensateur ? Ouais, il n'y a pas de sens de courant. Bah là c'est la charge. Alors après, vous pouvez aussi orienter. Alors ce Q-là est relié effectivement au courant qui va passer. Le courant étant dQ sur dt ou moins dQ sur dt, ça dépend du choix. Alors si vous définissez ce courant-là, I, vous pourrez ajouter ici que I égale dQ sur dt. Mais si I est orienté dans l'autre sens, Q sera moins dQ sur dt. Il faut, en général, faites appel à votre bon sens. Le courant est positif si le courant amène des charges ici, donc fait augmenter cette charge-là. Donc si I est positif ici, dQ sur dt est positif, ça correspond bien à ce signe-là. Oui, donc la diode... Alors la diode est représentée, je ne sais pas si vous voyez bien, là, j'ai l'impression que c'est un peu sale. La diode est représentée avec une espèce de flèche et une barre. Donc ça vous rappelle que la diode a un sens passant et un sens bloquant. Donc il y a deux possibilités pour la diode. Donc lorsqu'elle est passante, eh bien, le courant passe. Et le courant ne peut passer donc que dans ce sens-là. Et lorsqu'elle est passante, alors, en tout cas pour une diode idéale, oui, lorsqu'elle est passante, la tension peut être... Alors, ouais, ça nécessite que VA soit plus grand que VB. Je vais noter directement UAB. C'est-à-dire VA moins VB. Hein. Ça doit être supérieur à 0 ou à une tension seuil qui en général est de l'ordre de 0,6-0,7 volts. Donc, alors les différents types de diodes vous seront précisés dans les énoncés. Si c'est une diode idéale, complètement idéale, la tension seuil
ici, est en fait nul, c'est-à-dire dès que la tension du point A est plus grande que la tension du point B, ça passe. D'accord ? Donc le courant a envie de passer dans cette direction-là, dans la direction de cette flèche-là, mais encore faut-il que la tension là soit supérieure à la tension là, bien sûr, mais parfois, et si ça passe, alors il n'y a pas de résistance. Ça passe et c'est tout. Autrement dit, la caractéristique de cette diode, si on trace U en fonction de I ou I en fonction de U au choix, qu'est-ce que vous préférez? U en fonction de I en fonction de U? Allez, on va faire I en fonction de U. Alors, si UAB, j'entends ici, est plus petit que la tension seuil, alors soit 0, je vais faire le schéma pour les deux d'un coup. Voilà, une tension seuil ici, VS. Si donc la tension est plus petite que cette tension seuil, eh bien, il n'y a pas de courant qui passe. Donc, I égale 0. Très simple, c'est bloqué. Alors, pardon, j'ai commencé par passante et je vous fais bloquante sinon, mais bon. Et dès que la tension est plus grande que VS, alors, en fait, la tension vaut VS et le courant peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que ça passe, mais la tension UAB sera la tension seuil, laquelle vaut 0 dans le cas d'une diode idéale. Enfin, idéale. Parce que ça, c'est déjà idéalisé au sens où cette droite-là est verticale, alors qu'en toute rigueur, enfin pour une approximation un peu moins drastique, en fait, cette pente est simplement très grande. Non, en fait, le truc, c'est que si la diode est passante, vous pouvez faire passer n'importe quel courant dedans. Vous pouvez faire passer un petit courant ou un grand courant, ça passe. De toute façon, ça passe. Et ça fera passer tout ce que vous amenez, ça passe. D'accord, donc on peut faire un trait arbitraire. Ah, pas horizontal, non. Pourquoi? Ben non, parce que là, c'est I. Si vous avez un trait comme ça, ça veut dire que le courant vaut ça. C'est-à-dire que pour toutes les tensions, le courant vaudrait cette valeur-là précise. Non, c'est l'inverse. C'est pour tous les courants, la tension est bien définie. Vous ne pouvez pas avoir une tension plus grande que VS. Il y a quelque chose qui vous chagrine? Non, enfin, c'est comme si... Ou c'est un souvenir? Vous avez peut-être le souvenir d'un trait horizontal, mais ça, c'est si vous avez représenté U en fonction de I. Ah, et du coup, ce serait quoi, U en fonction... Ah oui, d'accord, ouais. Bah, U en fonction de I, ce serait effectivement soit la tension... Enfin, donc, si la tension est plus petite que la tension seuil, le courant vaut 0. D'accord, et si la tension passe au-dessus de la tension seuil, alors le courant peut être n'importe quoi, mais la tension sera toujours V seuil. C'est la même caractéristique. Alors à nouveau, si la diode n'est pas parfaitement idéale, il pourrait y avoir ici, en fait, vous voyez que ça correspond à une résistance. C'est un U égale RI, simplement ici, le R vaut 0. Enfin, RI plus la tension seuil. Simplement ici, il n'y a pas de résistance. Enfin, dans le rouge, l'idéal, il n'y a pas de résistance, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter le courant, ça ne changera pas la tension. Dans le cas pas tout à fait idéal, si vous voulez augmenter le courant, il va falloir augmenter la tension un peu au-delà de la tension seuil. Okay. Voilà, et donc ça c'est dans le cas VS, et dans le cas 0, VS pourrait valoir 0 dans une diode qu'on pourrait considérer comme idéalement idéale, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire cette tension seuil, elle peut être négligée dans un certain nombre de cas. En particulier si vous travaillez avec des tensions qui sont de toute façon très fortes, et donc 0,6 ou 0 c'est pareil. Tout ça sera précisé dans les exercices. Si on vous dit que c'est une diode idéale sans préciser, ça sous-entend que la tension seuil vaut 0. Si on vous dit qu'elle est idéale de tension seuil 0,7 volts, par exemple, ça veut dire exactement ça, avec ici une tension seuil de 0,7. OK ?
Donc ça, c'est le sens passant, et le sens bloquant, c'est lorsqu'effectivement, on a une polarisation de la diode, c'est-à-dire une différence de potentiel qui est inférieure à la tension seuil, donc inférieure à 0 si la tension seuil vaut 0, ou inférieure à 0,7 si ça vaut 0,7, et à ce moment-là, il n'y a pas de courant qui passe. C'est-à-dire que le courant, en tout cas, ne peut jamais remonter par là. C'est-à-dire si vous avez VB qui est plus grand que VA, eh bien, il ne se passera rien, ça va se comporter exactement comme un interrupteur ouvert. Si UAB est inférieur à VS, donc inférieur à 0 si VS vaut 0, alors cette diode est exactement équivalente à ça. Il n'y a juste pas de courant qui passe, vous pouvez oublier cette branche de circuit, il ne se passe rien. Enfin, il peut y avoir une différence de potentiel, qui peut être n'importe quoi, plus petit que VS. OK? En gros, c'est tout. Alors, dans certains problèmes, vous pourriez tomber sur une diode Zener. Je ne sais pas si c'est au programme, ça, la diode Zener. Ça vous dit quelque chose, la diode Zener? Rien. Je peux la représenter vite fait au cas où. Probablement, s'il y en a une, on vous donnera sa caractéristique. La diode Zener, c'est que, donc c'est exactement pareil, mais si vraiment vous mettez une différence de potentiel très grande, enfin plus grande entre B et A, donc, d'accord, si B est plus grand que A, c'est-à-dire que le courant voudrait passer par là, en fait, il ne peut pas, sauf si vraiment vous mettez le paquet, c'est-à-dire que VB est vraiment plus grand que VA, et alors à ce moment-là, ça va quand même passer. Et alors voilà la caractéristique. Donc, c'est tout standard avec une seuil comme ça, là, d'accord, je refais la même caractéristique, là, avec une tension seuil. Mais si vous mettez le paquet jusqu'à une tension ici qui s'appelle la tension Zener, alors ça repart de l'autre côté. Une fois que vous passez le seuil Zener, alors vous pouvez faire passer n'importe quel courant dans le sens inverse. Alors là, c'est pareil, quand elle n'est pas tout à fait idéale, il y a une petite pente comme ça. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ces choses-là. Il n'y a pas de difficulté particulière, il faut connaître ça si jamais ça tombe dans un exo. Mais enfin, voilà, il n'y a pas d'autre difficulté que ça. Alors, comment on résout un problème avec des diodes, sachant que son comportement dépend de sa polarisation, soit elle est passante, et à ce moment-là, elle laisse passer le courant sans aucune résistance, soit elle est bloquante, et là, quelle que soit la différence de potentiel, enfin, pourvu que ça la bloque, il n'y a pas de courant qui passe. Donc, quand vous résolvez un problème avec une diode, il faut savoir si elle va être passante ou bloquante, mais elle sera passante ou bloquante en fonction des tensions à ces bornes, que vous ne connaissez pas forcément au départ. Donc, il faut résoudre le problème, et connaissant les tensions, alors vous pouvez déterminer comment elles se comportent. Bref, il y a un truc circulaire, et donc vous n'avez pas d'autre choix que faire une hypothèse. Alors, des fois, ça s'intuite assez bien. Si vous dites qu'il y a de très grandes chances, vu le circuit autour, que la tension ici soit plus grande que là, vous pouvez supposer qu'elle va être passante. Dans tous les cas, vous faites une hypothèse, du coup ça vous dit si ça passe ou si ça bloque, et puis vous résolvez le problème avec cette hypothèse. Et à la fin, vous vérifiez si effectivement la différence de potentiel à ces bornes correspond à l'hypothèse que vous avez faite. Exemple trivial. Donc mettons une diode comme ceci, un générateur comme ça, et puis je sais pas, une résistance là, d'accord, R, E, où E est une simple tension continue positive, d'accord. Donc là, a priori, la diode elle va être passante, parce que vous avez a priori une différence de potentiel plus grande ici que là. Et effectivement, c'est le cas. Vous supposez qu'elle est passante. Si elle est passante et qu'elle est idéale, vous pouvez remplacer cette diode par un simple fil. Ça passe. D'accord ?
Et à ce moment-là, vous avez un courant I qui vaut E sur R. Voilà. Maintenant, si elle n'est pas tout à fait idéale, alors c'est là que ça devient intéressant. Supposons qu'elle ait une tension seuil, justement de 0,6 volts par exemple. Alors que se passe-t-il? La question c'est est-ce qu'entre ici et là, il y a plus que 0,6 volts? Alors ça dépend un peu des conditions. Donc, si la diode est bloquante, si elle est bloquée, à ce moment-là, il n'y a pas de courant qui passe. Du coup, quelle est la différence de potentiel entre A et B? Si là, elle est bloquante, c'est-à-dire si on peut la remplacer, si je l'ai effacée par un interrupteur ouvert, donc, hypothèse bloquante. Donc voilà ce qu'on a. Du coup, quelle est la tension entre A et B? Enfin, c'est E plus RI, moins RI, E moins RI. E moins RI, mais il n'y a pas de courant I, puisque justement c'est ouvert, donc c'est E, absolument. Donc UAB vaut E. Donc toute la question, c'est est-ce que E est plus grand que VS ou pas? Si E est supérieur à VS, alors cette hypothèse est fausse. Puisque pour bloquer, il faut que UAB soit plus petit que VS. OK? Yes? Donc, si E est plus petit que la tension seuil, eh bien, il ne se passe rien, c'est bloqué. Il y a effectivement une tension E aux bornes de la diode, mais ça ne suffit pas à la rendre passante, à faire passer le courant. Maintenant, si E est donc supérieur à VS, alors la diode est passante. Et alors, eh bien, dans ce cas, UAB égale VS. D'accord ? Et par conséquent, aux bornes de la résistance, quelle tension a-t-on? Eh bien, E moins UAB. Si je note ça, U indice R, tension aux bornes de la résistance, UR égale E moins VS, puisque si elle est passante, la tension entre A et B vaut VS. Donc ici, donc là il y a E, là il y a VS, ici il y a E moins VS. D'accord? Loi des mailles. Et du coup, le courant I, attention, ce n'est pas E sur R, mais E moins VS sur R. Donc, la diode vous impose donc, soit elle ne passe pas, et il n'y a pas de courant qui passe, soit elle est passante, alors elle laisse passer tout le courant que vous voulez, mais elle vous impose une chute de potentiel de la tension seuil, qui vaut 0 si elle est idéale, donc c'est juste un fil, mais si elle n'est pas idéale, elle fait une chute de potentiel, ce qui fait que vous avez disponible aux bornes de la résistance ici, ou de n'importe quoi que vous mettez derrière, non pas la tension d'alimentation, mais la tension d'alimentation moins ce que la diode a fait perdre comme tension, la chute de potentiel correspondant à la tension seuil. OK? Bon, ben voilà. Peut-être je vais parler tout de suite des amplificateurs opérationnels, comme ça on fait le tour. Allez.
C'est bon, pas de questions hein, là-dessus? C'est clair pour tout le monde? Donc vous voyez, vous faites... Alors là, c'est des cas très simples où on pouvait intuiter dès le début si ça allait être passant ou pas. Dans certains cas, c'est très difficile d'intuiter, donc vous faites une hypothèse et vous regardez si ça colle. Si ça colle pas, vous prenez l'autre. Pas de chance. Alors, oui, donc amplificateur opérationnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste raisonner avec le signe, enfin le signe, pas le signe, le sens de la diode, quoi, dans l'exercice. Si vous voyez ça comme ça, vous savez que si le courant passe, ce sera par là. Mais ça ne veut pas dire que ça va passer. Ça veut pas dire que ça va passer. Ouais. Alors si elle est zénère, en plus, ça pourrait même quand même passer dans l'autre sens, mais à condition que la tension soit suffisamment forte, enfin au-dessus de la tension zénère, qui normalement est beaucoup plus forte, enfin sensiblement plus grande que la tension de seuil dans le sens passant. Bon, tout ça sera donné dans les énoncés. Ok, alors l'amplificateur opérationnel. Encore appelé ampli-op, ou même AO. Alors ça, c'est un dispositif électronique qui, contrairement à tout ce qu'on vient de voir là, est un dispositif qui est actif au sens où c'est pas un simple dispositif passif sur lequel, enfin, que vous pouvez insérer dans un circuit. Un ampli-op, il faut le brancher sur le secteur, il faut l'alimenter. C'est un dispositif avec beaucoup de composants électroniques dedans qui réalise une certaine fonction électronique qui est une fonction de base qui sert dans énormément de circonstances. C'est pour ça que ça constitue une espèce de brique élémentaire de beaucoup de circuits électroniques, donc on l'étudie à part. Et alors, cet amplificateur opérationnel alors il est représenté en général par un triangle, parfois par un rectangle. Il a 2 entrées et une sortie. Donc la sortie se nomme S. Et alors les entrées, il y a une entrée plus et une entrée moins. L'entrée moins s'appelle parfois inverseuse. Donc la borne inverseuse. Enfin, bon, donc il y a une borne plus, une borne moins et une sortie. Ça, c'est l'amplificateur opérationnel. Et alors, il y a plusieurs niveaux d'idéalité de cet amplificateur. L'idée de base, ça il faut bien comprendre ça, l'idée de base c'est que c'est un amplificateur différentiel, c'est-à-dire qu'il fait sortir une amplification de la différence de tension entre les 2 bornes d'entrée. Donc il y a une borne plus, une borne moins. Là, donc il y a un certain potentiel V+, et un certain potentiel V-. Et le potentiel de sortie, ça va être un certain nombre de fois V+ moins V-. Donc ça repère la différence entre les deux et ça l'amplifie. C'est ça le principe. D'accord ? Donc Vs égale mu fois V+ moins V-. Donc si je représente la caractéristique, alors, et l'idée c'est que mu c'est très 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 grand. Typiquement de l'ordre de 100 000. D'accord ? Donc c'est très 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 grand. Si vous avez je sais pas, 10 puissance 5, si vous avez 10 puissance moins 5 volts, donc 10 microvolts, spling, ça fait 1 volt. Donc ça repère la moindre différence, enfin la moindre, bon, ça repère des petites différences de tension sur les bornes d'entrée et ça amplifie cette différence. Donc si on représente la caractéristique, Vs en fonction de... Alors V+, moins V-, souvent on le note epsilon. Il faut bien se rappeler que du coup, en fait, ça va être tout le temps petit, ça. Alors le truc, c'est que le circuit actif va imposer que ce soit petit. On va voir tout à l'heure que dans le cas, en fait, idéal, ça va même imposer que ce soit nul. Parce que dès qu'il y a une petite différence, ça fait exploser la sortie, en gros. Mais je représente d'abord le cas
le cas de base. Vous avez donc, en fonction de epsilon, hein, donc V plus moins V moins, la tension de sortie qui vaut beaucoup de fois le petit écart en question. Donc ça, c'est un truc de pente mu de l'ordre de beaucoup, 10 puissance 5. OK ? Alors, maintenant, voyons ce qui se passe. Le problème, c'est que, du coup, dès que vous avez un petit écart epsilon, la tension de sortie elle peut être colossale. Bien évidemment, l'amplificateur opérationnel, il ne peut pas délivrer n'importe quelle tension. Il y a une tension de saturation au-delà de laquelle il ne peut plus la fournir. Hein, parce que vous voyez bien que pour amplifier un signal pareil, c'est pour ça qu'il faut le brancher sur le secteur. Il faut prendre l'énergie quelque part. D'accord ? Et il y a une limite à ce que l'amplificateur peut fournir. C'est assez naturel. Et donc, en fait, il y a ce qu'on appelle une tension de saturation. V saturation. Alors, V sat plus. Donc, au maximum, l'amplificateur peut sortir la tension V sat plus. C'est-à-dire que si vous augmentez encore la différence entre V plus et le V moins, eh bien, en fait, ça devrait sortir plus que Vsat, mais ça ne peut pas, donc ça sort Vsat, et puis c'est tout. De la même façon, maintenant, si en fait V plus est légèrement plus petit que V moins, alors Vs va être négatif, hein, c'est un amplificateur linéaire, donc ça c'est bien une droite, c'est positif, c'est négatif, c'est négatif, mais c'est pareil, il y a une tension minimale, une tension négative maximale que l'amplificateur peut fournir. Et donc ça, c'est la tension de saturation moins, Vsat moins, qui en général est simplement moins Vsat plus. Pas toujours exactement, mais dans les exercices, en général, ce sera l'hypothèse faite. Donc on vous donne une tension de saturation et elle vaut positivement ou négativement. Et donc si l'amplification linéaire devait faire sortir une tension plus petite que moins Vsat, eh bien en fait il sort moins Vsat parce que voilà, ça ne peut pas sortir plus. C'est la saturation. Okay ? Donc voilà la caractéristique de l'amplificateur opérationnel déjà idéalisé au sens où là on a une droite, hein, donc c'est parfaitement linéaire. Donc ça, dans entre Vsat- et Vsat+, donc dans cette, je ne sais pas comment le noter, de là à là, ça là, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement en régime linéaire, c'est-à-dire que la tension varie linéairement avec la différence des entrées. Donc régime linéaire, ça veut dire pas saturé. OK ? Bien, et maintenant il y a l'amplificateur opérationnel idéal, où cette pente-là, au lieu d'être très grande, en fait elle est infinie. Donc la caractéristique de l'amplificateur idéal, la voilà. Donc là il y a epsilon, là il y a la tension de sortie. Soit epsilon est négatif et tout de suite c'est saturé. Soit elle est un tant soit peu positive et tout de suite c'est saturé positivement. Parce qu'à nouveau il y a moins Vsat et plus Vsat ici. Donc l'amplificateur opérationnel bascule si l'entrée plus a un plus grand potentiel que l'entrée moins, ça sature positivement, et si c'est l'inverse, ça sature négativement. Mais, en fait, je pense dans la quasi-totalité des exercices sur lesquels vous tomberez, on vous dira qu'on prend un opérateur opérationnel idéal en régime linéaire. Alors, le régime linéaire, il est dans la partie non saturée, ça reste vrai.
C'est-à-dire qu'en fait, il est là. Mais comme on a idéalisé l'amplificateur opérationnel, au point que cette pente-là, elle n'est pas très très grande, elle est infinie, bah du coup, si vous êtes en régime linéaire, c'est qu'en fait, vous avez epsilon qui vaut 0. D'accord? Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de tension, de différence de potentiel entre les deux bornes de l'amplificateur opérationnel. Ça, c'est important. Alors, ça sert à quoi? Alors, bah, on va voir, on va faire des exercices, ça sert à beaucoup de choses en fait. On va voir ça, tout à l'heure. Si epsilon est non nul, ça permet d'amplifier quelque chose, mais si epsilon est nul, ça permet d'amplifier rien. Oui, oui, mais vous allez voir. Il manque encore un ingrédient qui va être important. Ça, c'est pour la tension. Donc, un amplificateur opérationnel idéal en régime linéaire a à coup sûr une tension nulle entre ces deux bornes d'entrée. C'est comme si ça court-circuitait en quelque sorte. Mais ça fait pas, en fait, ça ne court-circuite pas. Ça réalise. Enfin, il y a une autre caractéristique de l'amplificateur opérationnel, c'est que le courant qui rentre ici par les voies plus et par les voies moins, dans le cas idéal toujours, ça vaut en fait 0. I plus et I moins. Donc je ne sais pas où je le note, là. Et I plus égale I moins égale 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui rentre. Comme si vous aviez une impédance infinie, en fait, une impédance d'entrée infinie. Donc, ce n'est pas du tout un court-circuit, c'est exactement l'inverse en réalité. Donc, l'amplificateur opérationnel ne prend pas du courant par ses voies d'entrée et de sortie. Il voit les tensions qu'il y a là. Et en régime linéaire, en fait, il impose que ces tensions soient nulles. Sinon, ça saturerait la sortie. Alors, dans un truc comme ça, il y a plein de composants électroniques complexes. Ça, c'est ce que je vous décris là, c'est le comportement global de cet objet-là, de cet amplificateur opérationnel. Je n'ai pas la prétention de vous expliquer pourquoi ça fait ça, comment en pratique ça réalise ce comportement-là. Vous n'avez pas à savoir ça. Moi-même, je ne le sais pas vraiment. Hein. J'ai étudié ça il y a très longtemps. Bon, c'est de l'électronique de plus bas niveau. À votre stade, là, il faut juste savoir que ça se comporte comme ça. Et puis, on va voir donc comment, en insérant cet objet-là dans des circuits, on peut réaliser certaines fonctions intéressantes. Justement. OK. Oui, alors, par contre, donc, vous voyez que l'ampli, il vous impose que, si vous l'utilisez en régime linéaire dans un circuit, vous savez qu'il n'y a pas de courant qui rentre, vous savez que la tension est nulle, différence de potentiel. Par contre, vous ne savez pas ce que vaut Vs. Vs, ça peut être n'importe quoi entre moins Vsat et plus Vsat. Et donc, ça va s'ajuster pour faire ce que ça doit faire en fonction du circuit autour. D'accord ? Donc, ce ne sera jamais plus que Vsat, ni moins que moins Vsat, mais ça peut être n'importe quoi entre les deux. OK ? Donc, je dirais que là, vous savez tout sur... donc, du coup, c'est une boîte noire. Hein, on n'aime pas ça en physique, particulièrement moi, j'aime pas ça, les boîtes noires. Mais là, en l'occurrence, on l'utilise comme une boîte noire. Ça réalise ce que je viens de décrire. Et puis, on va voir les conséquences de ça. Mais encore une fois, c'est un truc complexe dedans. Bon. Bah, c'est tout, alors du coup. Bah, peut-être ce serait bien de faire tout de suite un exo avec un ampli op, que ce soit un peu moins abstrait. Alors, vous avez tous eu les feuilles. Alors, je vous propose d'aller voir. Ouais. Il n'y a pas une copie dans l'exo 1 Ah, c'est bien possible. pour, dans le deuxième circuit à droite.
Ouais. Il y a I3 complètement à droite qui est monté. Vers le haut. Ouais, qu'à cela ne tienne. C'est un choix. Enfin, je veux dire, c'est une convention, on fait ce qu'on veut. Hein. Ouais, c'est vers le haut. Alors, on va faire... Alors, on va pas l'utiliser en régime variable, tant qu'à faire. Le 4 ? Et où le 4 ? Ah, il est là. Très bien, le 4. Allez, le 4. Alors, on considère le montage de la figure 4 dans lequel l'amplificateur opérationnel est supposé idéal en fonctionnement linéaire. Donc c'est exactement ce que je viens de décrire. Et encore une fois, ce sera la plupart du temps ce à quoi vous risquez d'être confronté. Pas forcément tout le temps, hein, mais bon, dans tous les cas, on vous précisera le mode opérationnel. Alors, R2, R3, R4, R1 ici. Et une tension VS. VS comme V source. Bon, c'est pas très astucieux parce que du coup, la tension de sortie, faudra l'appeler autrement, mais bon, qu'à cela ne tienne. Et donc ça, vous voyez qu'on considère une masse ici, c'est-à-dire évidemment les potentiels sont définis à une constante près, on suppose que ce potentiel-là, là, sur la borne moins du générateur, est à la masse, c'est-à-dire au potentiel 0, par définition. Vous connaissez tous ces symboles-là qui disent que ça c'est la masse. Donc il est sous-entendu toujours dans ce genre d'application que sur la masse, les charges peuvent se répartir sans problème. Donc le potentiel ici sera aussi 0. Ça peut impliquer qu'il y a un courant dans la masse qui circule pour annuler la différence de potentiel entre ici et ici. En tout cas, justement, ça, on le met à la masse, ça veut dire qu'on réalise cette conduction qui met tous les points reliés à cette masse au même potentiel, et tant qu'à faire, on l'appelle 0. Enfin, on le choisit comme étant le potentiel nul. Bien. Alors, oui, vous avez une question ? Non ? Alors, montrer que si R1 sur R2 égale R3 sur R4, le courant IC est indépendant de ZC. Quel peut être l'intérêt du montage ? Donner l'expression du courant IC en fonction des données du problème en le simplifiant au maximum. OK. Alors, allons-y. On cherche donc... On veut montrer que si on a... Alors, R1 sur ça qui vaut ça sur ça, IC ne dépend pas de ZC. Alors, C comme charge. Donc ça, c'est... On fait sortir un courant, on alimente une certaine charge, n'importe quoi, un ventilateur, une voiture électrique, ce que vous voulez. Vous alimentez une charge, on appelle ça une charge, si on vient charger enfin, je ne sais pas si le terme est bon. On alimente un certain circuit, un certain dispositif qui a une impédance ZC. Alors, on peut encore parler des impédances, mais disons une résistance RC. En tout cas, on cherche à déterminer donc IC compte tenu de ce circuit. Alors, on va écrire déjà ce qu'on sait, c'est-à-dire que la différence de potentiel ici, epsilon, là, ça fait 0. Que là, il n'y a pas de courant.
Là, c'est I-. Faites attention au sens, à l'endroit où on met les moins et les plus. Disons, ça a une importance cruciale quand on étudie la stabilité des systèmes, mais je ne crois pas que vous aurez à faire ça, donc je ne vais pas commenter davantage. En tout cas, il n'y a pas de courant qui passe là, et il n'y a pas de différence de potentiel ici. Et par contre, ici, il peut sortir une tension qui est ce qu'elle est. Elle va être entre moins Vsat et plus Vsat, mais enfin, ça peut être à peu près n'importe quoi. Alors, que vaut IC? Bon, on peut écrire différentes choses. Alors, ici, il y a Vs entre là et là. Donc, entre là et là, il y a Vs. Peut-être on va s'intéresser à la tension. Il a un nom, ce point-là? Non? Je vais l'appeler C. Enfin, bon, c'est pas clair. Le point C. Alors, comment on va faire ça? On va chercher les courants dans les différentes branches. Ça, on peut peut-être l'appeler I1, celui-là. Celui-là, on peut l'appeler I2 par là, ou dans l'autre sens, trop tard. Allez, I2. I3 comme ça. Mais I3, c'est I1, là. Alors exactement, en fait, I3 égale I1, donc tu as raison, on peut tout de suite le mettre. Comme il n'y a pas de courant qui part là, c'est le même courant ici. Alors là, dans la sortie, il peut rentrer ou sortir du courant. Ça, on ne sait pas. Il y a un courant IS ici qui vaut ce qu'il vaut. Ça peut être n'importe quoi. Enfin, ça va s'ajuster au problème. Et puis là, on a, disons, I4 comme ça. Alors évidemment, I4 vaut I1 plus IS, si j'oriente IS comme ça. Bon, soit. Et puis on a I2 là, et donc on sait que IC, tel que c'est mis là, c'est I2 plus I4. Bon. Alors, ensuite, on applique des lois des mailles, des lois des nœuds un peu partout. Donc par exemple, entre ce point-là et ce point-là, vous voyez que c'est le même potentiel entre ici et là, puisqu'ici, il n'y a pas de différence. Donc ce point-là et ce point-là sont au même potentiel. C'est-à-dire que, si j'appelle celui-là, je ne sais pas, A, j'ai VA moins VC qui vaut 0. Ça veut dire que R3I1 plus R4I4, ça fait 0. Entre A et C, voilà. Si je passe par là, ça fait 0. Si je passe par là, j'ai R3I1 plus R4I4. Parce que la différence entre là et là, c'est R3I1, et entre là et là, c'est R4I4. Parce qu'epsilon vaut 0. Ouais. Ok, donc R3I3 égale R4I4, très bien. Par ailleurs, on peut écrire aussi que... on peut pas, là, on est passé par ce côté-là, on peut aussi passer par ce côté-là. Donc VA moins VC, c'est par ailleurs égal à, alors, moins R1 I1. Enfin, ce I3-là, c'était un I1, en fait, on avait dit. Donc, moins R1 I1, plus VS, d'accord, plus R2 I2. Ouais? Ça va pour tout le monde? C'est le premier qu'on fait, donc on peut aller doucement, hein, mais... Ok, donc moins R1 I1 plus VS plus R2 I2, ça fait aussi 0. Bah, de là à là, il y a VS. Entre ce point-là et ce point-là, il y a VS. Ouais. Ah bah parce que on a ça, plus ça, plus ça. Cette tension-là, c'est celle-là, plus celle-là, plus celle-là. C'est-à-dire c'est VA moins VC qui vaut
VA moins V, je vais appeler ça plus, la bande plus de lui, ça moins. Donc c'est VA moins V plus V plus moins V moins, plus V moins moins VC. OK? Enfin, ça c'est évident, d'accord? Moins plus, moins plus. Donc VA moins VC, c'est cette tension-là, plus V plus moins V moins, bah, par définition, c'est VS. La différence de potentiel aux bornes du générateur, c'est la tension du générateur. Et plus, donc, V moins moins VC. Hein? Donc ça fait moins R1 I1. Ça fait VS. Et ça fait R2I2. Non? Qu'est-ce qui vous gêne? Que le fait que généralement quand on faisait la loi des mailles et qu'on tournait dans le sens inverse du sens du courant, on compte la tension comme négative, enfin dans le sens où c'est un récepteur. Et du coup c'est le cas aussi pour VS. Bah non. Non, ce qui compte, c'est la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là. Vous êtes d'accord que c'est VS? Ça, c'est VS plus haut que ça. Oui, non, écrit comme ça. Et là, et ça, c'est R1I1 plus haut que ça. Donc ça, c'est moins R1I1 plus haut que ça. Donc. Et ça, c'est R2I2 plus haut que ça. Ouais? OK. Par ailleurs, soit dit en passant, VC, donc VA égale VC, c'est ZC IC. Ou si vous voulez, dans cette boucle-là, vous avez ZC IC qui vaut moins R2I2. Vous voyez tous? Alors, c'est pas moins R4I4, non. Non, parce que ça, c'est pas au potentiel nul. Là, c'est qu'entre VC et 0, vous pouvez passer par là. Ça fait ZCIC. Et entre VC et 0, vous pouvez passer par là. Ça fait moins R2I2. Ouais. Non, je ne l'ai pas mis en convention générateur. J'ai I qui va par là. Ah non, parce que là, je montrais quand on a calculé VA moins VC. Donc oui. Bah, non mais VA moins VC en passant par là, là vous remontez le courant, donc ça fait moins R1I1, plus VC, puis là vous descendez le courant, donc c'est plus R2I2. C'est... Et pourquoi vous avez pris I2 dans ce sens-là? Oh, j'aurais pu prendre I2 dans l'autre sens. Hein. Ça change rien. Ça change rien. Je ne sais pas a priori lesquels vont être positifs, lesquels vont être négatifs. Et il ne faut pas se poser trop cette question, justement. Et on écrit des valeurs algébriques, on fait un choix, on prend la convention qu'on veut, et on écrit tout de façon algébrique, et à la fin, on verra bien si c'est positif ou négatif. Bon, est-ce qu'on a assez là? Je pense pas. Qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, on a IC qui vaut I2 plus I4, donc je peux peut-être l'écrire là. Ah, excusez-moi. I'm not there. Et I4, c'est I1 plus IS. I4, c'est I1 plus IS, oui. Mais yes, je m'en fiche un peu, à vrai dire. Enfin, je sais pas, on va voir. J'espère qu'on n'en a pas besoin.
Vous m'avez perdu là. Alors, je sais plus où je vais. Oui. Revenir sur ZC, IC, le courant il arrive à la branche. Donc ZC, IC, ça c'est VC moins 0. Ça c'est VC en fait. C'est le potentiel de C. Par là, c'est ZC, IC. Et par là, c'est moins R2, I2. Pourquoi pas ça? Ah ben ok, mais alors il faut faire tout ça. Mais on l'a déjà fait. C'est-à-dire, ça, là, il n'y a pas le potentiel 0, là. Donc VC moins 0, ça fait ZCIC. VC moins V de ce point-là, ça fait moins R4, I4, ok. C'est déjà contenu quelque part là-dedans. Hein. Si vous voulez, ce point-là, si j'appelle ce point-là, je ne peux plus l'appeler S, comment je l'appelle S'. Je vais l'appeler O comme... Oui, ok, S'. Bon. Donc, si vous voulez, vous avez effectivement VC moins VS' qui vaut moins R4, I4. Ok. Mais bon, enfin, c'est vrai, hein, mais je pense que c'est redondant avec ce qu'on a déjà écrit. Alors, rappelons-nous, on veut IC... Donc IC, c'est moins R2, I2 sur ZC, mais I2, ouais, on va y arriver là. Alors, allons-y tranquillement. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Donc, on va tirer de ça. Là, on a deux équations importantes. Là. On a I2 qui vaut R1 sur R2 I1 plus VS sur R2 moins VS sur R2. OK? Et puis, on a... Alors, par ailleurs, I1, on l'a en fonction de I4. D'accord? I1, c'est moins R4 sur R3, I4. Donc ici, on a I2 qui vaut moins R1, R4 sur R2, R3, I4 moins VS sur RS. RS, pourquoi RS? C'est pas RS? C'est R2, ça fait un R. Ah oui, c'est R2, merci. OK. Bon, ben voilà. Vous voyez qu'on a I2 en fonction de I4 et VS. VS est une donnée, hein, c'est la tension d'alimentation. Et si on regarde ici, on va pouvoir remplacer I4 par du IC et du I2. Et par conséquent, on aura du IC tout seul. Hein? Donc je récapitule ici. Je crois qu'on l'a en fait, hein, tout simplement. Donc, je suis parti de là. J'ai ZC, IC qui vaut moins R2, I2, donc moins R2 fois ce truc-là. Donc, allez, je le fais en plusieurs lignes. Donc, plus... J'espère que je ne suis pas en train de tourner en rond, mais on va voir. Donc, ZC, IC, ça c'est le VC, hein, d'accord. Moins R2, I2, ça fait R2 facteur de R1, R4 sur R2, R3,
I4 plus VS. Et maintenant, I4, c'est I4, c'est donc IC moins I2. Ah, je m'y prends mal. Il n'y a plus le R2. En fait, il n'y a plus quoi? Ouais. Non, en fait, regardez, on a ici, on a ça et ça. Je vais éliminer I2 et I4 en fonction du reste pour avoir I2 et je le colle là-dedans et j'ai gagné. C'est ça que je veux faire. Mais le néo-tableau, je suis un peu perdu, mais on va s'écarter, on va trouver. Dans I4, il y a les R2 qui sont bons. Celui-là et celui-là, oui, oui, mais... Donc, on a IC qui vaut I2 plus I4, on est d'accord. Et on a I2 qui vaut ça. Donc, je peux sortir... Allez, excusez-moi, je réefface là. Faites-le de votre côté. Vous risquez d'y arriver avant moi parce que j'ai le nez au tableau et je vois mal. Mais je vais réécrire nos deux équations de base là. J'ai IC qui vaut I2 plus I4. Et par ailleurs, j'ai donc... j'ai donc I2, alors j'ai VS qui vaut, non, j'ai VS sur R2 qui vaut j'ai moins VS sur R2 qui vaut I2 plus R1, R4 sur R2, R3, I2. Non, I4. Vous êtes d'accord avec ces deux trucs-là? Bien. Et là, c'est très simple. Je veux... Donc là, ça veut dire que je peux résoudre, je peux trouver I2 et I4 en fonction de tout le reste. Et donc, je voudrais éliminer I2. Donc, je voudrais déterminer I2 à partir de ça. Donc, si je fais ça fois R1, R3 sur R2... ça fois R1, R4 sur R2, R3 et que je fais ça moins ça, je vais obtenir du I2. Après, je le remets là-dedans. Et donc, j'aurai du IC. J'aurai du IC égale un truc... j'aurai du IC et du ZC. Et ce qu'on veut montrer, je vous rappelle, c'est que IC est indépendant de ZC. Donc, il va y avoir un truc devant le ZC qui doit s'annuler dans la condition qu'on nous donne. J'espère. Alors, de là, on tire donc que... Donc, on a dit... Ça me gêne. On a dit qu'on faisait ça fois R1, R4 sur R2, R3. Et on fait ça moins ça. Donc, on a IC facteur de R1, R4 sur R2 moins R3. Plus VS sur R2 égale I2 facteur de R1, R4 sur R2, R3 moins 1
Et c'est tout. Yes. OK? J'ai peur d'effacer ça parce que si on a besoin d'y revenir, mais du coup, je vais faire ça en petit. Vous êtes d'accord avec ça? OK. Et donc maintenant, si je remplace... Donc j'ai I2 qui vaut tout ça divisé par ça. Et si je le remplace là-dedans... Oui, c'est pour ça que je les garde comme ça. C'est que ça, c'est la condition qu'on nous dit, c'est que ça va faire 0. Donc, c'est pour ça que... Enfin, je ne suis pas mécontent de voir ce truc apparaître. C'est pour ça que j'essaye de le garder et de ne pas simplifier les trucs. Parce que ça va être notre condition finale assez agréable. Bah, peut-être, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement remplacer I2, plutôt que de remplacer I2 là-dedans, je vais remplacer ce I2 de là, là-dedans. Donc, maintenant, je vais dire que I2... c'est moins ZC sur RC IC. OK? Donc ça fait moins ZC IC sur R2 fois ce machin-là. Et donc, on a du IC, on veut montrer que IC ne dépend pas de ZC. Maintenant, il faut mettre IC égal. D'accord? Bon. Il y avait peut-être mieux, hein. Mais je pense que je peux effacer le reste, parce qu'à mon avis, on a tout, là, maintenant. Donc, je vais mettre là. Donc, on a IC facteur 2. Alors, R1, R4 sur R2, R3. Plus ZC sur R2. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas joli, mais... J'ai ça, qui vaut VS sur R2, moins VS sur R2. Ouais. Bah voilà, en fait, ça y est, en fait. Oui, ça y est, tout simplement. Tout simplement, ça marche. D'accord? Donc, bon, on a une relation entre IC et ZC et VS. Et ce qu'on nous dit... Ce qu'on nous demande, c'est de montrer que si R1 sur R2 égale R3 sur R4, c'est-à-dire R1, R4 sur R2, R3 égale 1, le courant IC est indépendant de l'impédance Z. Bah oui, si ça vaut 0, bah IC est indépendant de l'impédance ZC. D'accord? Donc voilà, ça répond à la question. Si R1, R4 sur R2, R3 égale 1, alors IC égale moins VS sur R2 divisé, je vais le faire en deux temps, enfin, voilà, fois R2, R3 sur R1, R4, c'est-à-dire IC égale moins VS R3 sur R1, R4. Voilà. Bon. Ça répond à la question. On n'a pas trop tourné en rond, on a eu du mal à se lancer, mais après bon, il suffit de dérouler. Hein. Tous les problèmes d'électrocinétique, c'est toujours pareil. Vous écrivez tout et vous essayez de trouver un chemin à peu près rapide pour arriver au résultat. Vous écrivez des nœuds, des mailles, et vous assurez qu'il y a autant d'équations que d'inconnus, et puis c'est parti. Donc, en général, c'est mieux quand on prend un peu de recul, qu'on essaye de voir un peu au début ce qu'on doit faire. Hein, tel qu'on l'a fait là, à un moment on a identifié qu'on avait deux équations avec du I2 et du I4 comme seul inconnu, puisque les autres c'est les ingrédients du problème. Et donc voilà, il faut les éliminer et puis on arrive au résultat.
OK? Bon, alors quelle fonction réalise... quel peut être l'intérêt d'un tel montage? Hein? Faire un exercice? Non, non, ça c'est l'intérêt de l'exercice, mais l'intérêt du montage. Ça vous frappe pas, ça? Ah, c'est frappant. IC est indépendant de ZC. Vous avez déjà vu ça beaucoup? Quelle que soit la charge là, IC sera le même. Bah, c'est un générateur de courant. Ça délivre le courant IC, quoi qu'il arrive. Si vous mettez dessus une résistance de 2 ohms, de 2000 ohms, de 2 milliards d'ohms, il sort IC de toute façon. Enfin, tant que l'ampli-op peut la sortir, cette tension. C'est-à-dire tant que VS n'est pas au-delà de la tension de saturation. On pourrait regarder d'ailleurs quelles sont les limites. Et là, vous voyez pourquoi... Alors donc, ça répond à une des questions, à quoi sert ce genre de truc. Vous voyez que... bon, ça permet par exemple de faire un générateur de courant. Un générateur de courant contrôlé par une tension. Hein, c'est-à-dire, bon, ça, ce rapport, vous le choisissez comme vous voulez. Et donc, vous convertissez des... Vous pouvez piloter un générateur de courant en changeant la tension. Si vous mettez ici 5 volts, vous avez un certain courant. Vous mettez 5,2 volts, vous avez un autre courant. Bref, vous pouvez vous fabriquer un générateur de courant qui va délivrer toujours le même courant, quelle que soit la charge qu'il y a derrière. Donc, c'est très, très utile. En fait, on peut même, ce rapport, c'est juste R2 en fait. La tension résultée. Oui, d'ailleurs, ça fait R2, vous avez raison. Enfin, 1 sur R2, bien sûr. Si, ça, bien sûr. Bonne remarque. C'est plus court comme ça. OK? Donc, si ça se comporte un peu comme un pont, du coup, si vous avez ça sur ça qui vaut ça sur ça, eh bien, en fait, il sort là, moins R2, enfin, moins VC sur R2, quoi qu'il arrive. Alors, vous voulez qu'on calcule VS pour voir si ça sature ou pas? Enfin, bon, c'est pas la peine. Bon, voilà. Donc, évidemment, pour réaliser ce prodige, on ne pourrait pas le faire avec ici un circuit passif qui ne serait pas branché sur le secteur, enfin, qui ne pourrait pas prendre de la puissance quelque part. Parce que, évidemment, la différence de potentiel ici, du coup, elle en dépend beaucoup de ZC. Enfin, la différence de potentiel ici, c'est ZC fois IC. Donc, si vous mettez 10 fois plus de résistance, il y a 10 fois plus de tension là-dessus. D'accord? Et la puissance fournie, U fois I, eh ben, elle va être 10 fois plus grande. Encore donc, faut-il que le circuit puisse la fournir, cette puissance. C'est pas ça qui va pouvoir fournir n'importe quelle puissance. Donc, le fonctionnement interne de l'amplificateur opérationnel fait que, quoi qu'il arrive, tant que ça ne sature pas en régime linéaire, il n'y a pas de courant qui rentre, la tension est nulle ici, et bien ensuite, il suffit de voir ce qui se passe et tout se débrouille pour que le courant qui sort dans cette voie-là soit toujours égal à moins VS sur R2. OK? Évidemment, si vous voulez un courant positif, il suffit de mettre un VS négatif. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, OK? Bon, allez, c'est un exemple. J'aimerais bien vous montrer aussi l'emploi d'un amplificateur opérationnel pour réaliser la dérivée d'un signal ou l'intégrale d'un signal. En mettant un RC ou un L en rétroaction. Mais peut-être quand même, alors on va déjà faire la charge d'un condensateur et la décharge d'un condensateur et l'établissement d'un courant dans une bobine, parce que ça c'est vraiment la base de la base. Et puis on reviendra peut-être mercredi sur l'ampli-op. C'est bon, je peux effacer ?
Bon, donc on a vu les différents composants. On va voir maintenant ce qui se passe quand on les met ensemble. Et je ne crois pas qu'on ait le temps aujourd'hui de voir les régimes variables. Mais on va déjà au moins essayer de faire les exercices de base. Charge d'un condensateur. Donc régime continu, enfin régime variable mais pas périodique, c'est-à-dire je mets une source de tension continue. C'est l'exercice là qu'on fait Wow, c'est un exercice dans le cours, enfin c'est un exercice classique, peut-être qu'il y en a un là-dedans. Je veux dire, vous suivez ça ou... Non, non, je vais le faire juste... ouais. Donc là, j'ai un interrupteur K, un condensateur de capacité C et une résistance R. Et donc un générateur de tension continue de force électromotrice E, sans résistance interne. Donc je suppose que Q égale 0 à T égale 0. Alors Q c'est quoi? C'est la charge sur une des armatures. Laquelle vous voulez? Celle du haut ou celle du bas? Celle du haut? Ouais, vous avez de la chance. Ça aurait été il y aurait eu des signes... il y aurait eu des signes plus amusants si vous avez pris celle du bas, mais bon. Allez, on prend celui du bas? Ah, ça a été demandé, hein? Non? Pas de chance. Bon, alors, à l'instant t égale 0, on ferme l'interrupteur. Que se passe-t-il? Alors évidemment, il y a une tension, donc ça, le courant peut passer. Il y a une tension ici, et donc le courant va passer, ça va amener des charges, et donc la charge ici va augmenter. Et en augmentant, ça va augmenter la tension ici que je peux appeler UC. Cette tension UC qui vaut donc Q sur C. D'accord? Donc à tout instant, dans ce circuit, une fois que l'interrupteur est fermé, on peut écrire une loi d'émail, par exemple, en disant que la tension entre là et là, c'est la même que, enfin, en passant par la gauche ou en passant par la droite, c'est la même. Donc si j'appelle I, alors je le mets comment I? Vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Ah, vers le haut? Ah oui! Aïe, 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 aïe. Bon, d'accord. Ah, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit signe moins qui traîne, mais bon, ok. Donc vers le bas ici. Ok. Ok, donc E est égal à UC plus UR. Et UC, c'est donc Q sur C, plus UR, c'est RI. Avec le I dans cette convention-là, c'est bien plus, donc OK, plus RI. Et donc là, on a une équation qui a l'air d'avoir deux inconnus, Q et I, mais bien évidemment, Q et I sont liés par le fait que I égale dQ sur dt, et donc cette équation à deux inconnus, en fait, c'est une équation à une inconnue, mais différentielle. Donc en réalité, on a E qui vaut donc si, pardon, si on, oui, I, j'ai dit I c'est dQ sur dt, c'est ça? Donc on a Q sur C plus R dQ sur dt. On est bien d'accord que si on avait pris l'autre Q, ce serait moins dI sur dt. Ou bien si on avait pris ce Q là, mais l'autre I, ça aurait été moins dQ sur dt. Donc faites attention avec le dQ sur dt, ça dépend des conventions. Ok, donc on a cette équation différentielle qu'on peut réécrire sous forme un peu plus normalisée. dQ sur dt plus 1 sur RCQ égale E sur R. Ok? Voilà, donc une équation différentielle du premier ordre d'un coefficient constant qui s'intègre trivialement. Alors vous reconnaissez tout de suite une constante de temps du problème. Hein, vous voyez que RC
à la dimension d'un temps. Là, vous avez dq sur dt, là, vous avez q sur un temps caractéristique. Donc, le temps caractéristique, je vais l'appeler taux. Ça va être RC. Et donc, je peux même réécrire ça de façon un peu plus compacte encore. dq sur dt plus q sur taux égale E sur R. Et ça a pour solution, on l'a déjà vu une fois, donc je ne le refais pas, Q de T égale E sur R. E sur R. Donc, la charge limite, on la voit tout de suite. Hein. C'est comme pour la vitesse limite quand on a fait l'équivalent de ça en mécanique. La charge limite, c'est quand Q variera plus, dq sur dt sera 0, et Q vaudra donc E sur R fois taux. Hein. Donc E sur R taux, ce sera la charge limite, et on la rejoint à partir de 0 avec une constante de temps, taux. Pardon. Donc voilà, si je représente en fonction du temps l'évolution de la charge, donc Q, on va obtenir la charge, je vais appeler Q0, cette charge-là. Mais on ne va pas l'atteindre immédiatement. Ça va mettre un certain temps, en principe un temps infini, mais enfin comme vous vous en souvenez, on a ici une pente qui vient croiser l'asymptote justement au bout d'un temps taux, qui nous donne l'échelle de temps, et comme vous vous en souvenez, au bout de 4 ou 5 fois le temps caractéristique, on peut considérer qu'on est quasiment, qu'on a atteint le régime continu final. C'est-à-dire que le condensateur est chargé, et puis c'est fini. Hein, vous vous rappelez, au bout de 4,6 fois taux à peu près, on est à 1% de l'asymptote. Hein. Donc ça, c'est la charge en fonction du temps. Du coup, la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps, bah, c'est ça divisé par C. Hein, la tension, c'est Q sur C, donc elle aura la même forme. Maintenant, si vous voulez représenter l'intensité du courant dans le circuit en fonction du temps, ça aurait été bien que j'ai un peu plus de temps. Enfin, d'espace, pas de temps. I en fonction du temps t, eh bien, vous voyez que au début, il n'y a pas de courant. Et puis, quand vous fermez le circuit, là, le courant, c'est la pente du condensateur. D'accord? Donc, vous avez un courant qui est immédiatement très important. Alors, je vais quand même faire le schéma à côté. Je peux effacer le circuit, non? Je vais refaire les deux schémas parce que c'est important de bien comprendre ce qui se passe aussi qualitativement. Donc, la charge ou la tension, je vais remettre la tension parce qu'on a déjà la charge là-bas, comme ça on aura tout. Donc, la tension va finir par valoir U égale E, absolument. Ça va finir par être E, mais pas tout de suite. De façon asymptotique, avec une constante de temps taux égale RC. C'est en fonction du temps. Et donc, si je représente l'intensité, alors que vaut l'intensité? C'est la dérivée de la tension, de la charge, pardon. Donc, ça vaut 0 au début, et là, subitement, il y a une discontinuité ici. L'intensité devient, d'un seul coup, elle vaut quoi? Eh bien, elle vaut cette pente-là. Cette pente-là, c'est la dérivée de ce truc-là par rapport au temps. Donc, c'est d de ça sur dt. Bon, ça, c'est une constante qui dégage. Et ça fait E sur, voilà, sur taux. Oui, mais à l'instant t égale 0, l'exponentielle vaut 1. E puissance 0, ça fait 1. Et donc, ça fait E sur R fois taux sur taux, c'est-à-dire E sur R. Intéressant, ce E sur R. Bien sûr, c'est une intensité. E sur R, c'est la bonne dimension. Et donc, c'est la même intensité que s'il n'y avait pas le condensateur. Non, que si on avait juste
qu'on avait le circuit fermé, mais sans le condensateur. C'est-à-dire E qui se délivre dans R, et donc on a E sur R comme courant. Donc c'est normal parce qu'au début, le condensateur, il n'a pas de charge du tout. Donc il n'impose aucune tension, donc c'est comme s'il n'était pas là. Parce que la tension, c'est Q sur C. S'il n'y a pas de charge, c'est le cas au début, eh bien, il n'y a pas de tension, c'est donc un bête fil qui laisse passer le courant. Sauf qu'après, la charge s'accumule, et donc ça commence à réduire le courant parce que ça réduit la tension aux bornes de la résistance. Et donc ce qui se passe, c'est une discontinuité ici, suivie donc d'un affaiblissement exponentiel du courant, avec évidemment la même constante de temps. Alors évidemment, le dessin n'est pas terrible. Avec la même constante de temps, taux égale RC, qui est donc la constante de temps d'un circuit RC. Ça, il faut se souvenir, le circuit RC a pour constante de temps RC. On ne peut pas faire mieux. Si vous voulez, on peut écrire l'expression du courant, I de T égale, donc on a dit E sur R, eh bien, E puissance moins T sur taux, tout simplement. Voilà le courant. Donc le courant décroît exponentiellement après une transition brutale ici, qui est une discontinuité du courant. Cette discontinuité ne doit pas vous gêner dès lors qu'on a introduit la discontinuité à la main en fermant le circuit brutalement. D'accord ? D'un seul coup, on a fermé le circuit. Alors, une chose capitale à retenir, c'est que dans un circuit avec un condensateur, les courants peuvent être discontinus, mais les tensions sont continues. Vous voyez que la tension qui va finir par valoir E, ça c'est UC, ne peut pas passer brutalement de 0 à E. À cause du condensateur, il est impossible de faire passer la tension de quelque chose à autre chose de façon discontinue. Pourquoi ? Parce que la tension aux bornes du condensateur est associée à un champ électrique dans le condensateur. Il y a des charges qui s'accumulent de part et d'autre du condensateur, et là-dedans règne un champ électrique qu'on calculera quand on fera l'électromagnétisme, mais c'est lui qui correspond à la différence de potentiel. Je vous rappelle que le champ électrique, c'est des volts par mètre. Donc la différence de potentiel, c'est juste le champ électrique multiplié par l'épaisseur ici. Donc, or, le champ électrique contient de l'énergie. Donc si vous voulez créer une tension aux bornes du condensateur, il va falloir, fatalement, il va falloir créer un champ électrique, et donc il va falloir apporter de l'énergie, puisque le champ électrique, c'est de l'énergie. Enfin, ça correspond à une certaine énergie. D'autant plus grande que le champ est grand. En fait, ça augmente comme le carré de l'énergie, du champ électrique, mais on verra ça plus tard. Donc c'est impossible d'apporter instantanément de l'énergie, parce qu'il faudrait une puissance infinie. Nous, on a introduit une discontinuité en fermant le circuit à un instant donné, mais on n'a pas... Ça n'a pas amené une puissance infinie, ça n'a pas mis en œuvre un processus énergétique qui aurait une puissance infinie. Donc il est impossible de réaliser une discontinuité sur la tension. Par contre, sur le courant, aucun problème, parce que faire passer un courant dans un condensateur, ça ne coûte pas en soi de l'énergie. Donc vous pouvez passer de 0 à, ici, E sur R, sans aucun problème. OK ? Donc ça, c'est la charge du condensateur. Bien sûr, après, on peut regarder la décharge du condensateur. Une fois qu'il est chargé, vous pouvez vous pouvez plutôt court-circuiter la tension. Je vais faire ça tout de suite. Pas la tension, le générateur, merci. Et donc, on va voir l'évolution de la charge lorsqu'on ferme lorsqu'on annule le générateur. Donc c'est R. Alors on avait E, mais on va le court-circuiter. Voilà, donc on court-circuite le générateur. Et donc on avait ici des charges, une charge plus Q, moins Q, enfin le plus Q0 de tout à l'heure là, et une charge moins Q0, toujours R. Donc tout à l'heure, ce qui maintenait cette charge-là, c'est l'existence de la tension E,
Maintenant, il n'y a plus de tension E. Subitement, on a coupé la tension E. Et du coup, il y a des charges ici qui n'ont aucune raison. Donc, il y a une différence de potentiel là, hein, qui vaut Q sur C. Enfin, pardon, une différence de potentiel, UC. Qui vaut Q sur C. Et donc, qui au début vaut précisément E. Et cette différence de potentiel va mettre en mouvement les charges, et donc ça va décharger le générateur. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de charge ici ni là. Les charges vont s'en aller là et arriver là. Alors en fait, c'est les charges moins qui vont dans l'autre sens, mais d'accord. Donc il va y avoir un courant comme ceci qui va petit à petit décharger le condensateur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de charge en regard sur les faces ici. Et à ce moment-là, la tension sera nulle et il n'y aura plus de courant, puisqu'il n'y aura plus de tension non plus. Donc plus de champ électrique, etc. Alors comment ça se passe? On va écrire à nouveau la loi des mailles là-dedans, mais ce serait encore plus simple. Donc on a UC ici et UR. Alors comment on prend I? On prend I comme tout à l'heure? On prend I comme tout à l'heure, c'était ça, hein? Ok, alors allons-y. Alors allons-y. Mais si, il n'y a pas de souci. Donc on a UC plus UR qui vaut 0. Yes? Et donc on a Q sur C plus RI qui vaut 0. Ouais, en fait c'est simple. Et donc on a toujours I qui vaut dQ sur dt. Et donc on a Q sur C plus R dQ sur dt égale 0. C'est-à-dire à nouveau dQ sur dt plus Q sur taux, c'est-à-dire Q sur RC qui vaut 0. Voilà, donc on a la même équation que tout à l'heure, mais sans second membre. Équation homogène qui s'intègre trivialement. Q de t égale Q0 puissance moins t sur taux. Et le tour est joué. Voilà, donc la charge... Donc, on a une décharge... si je représente Q en fonction du temps, ou la tension qui n'est rien d'autre que Q sur C, on a une charge qui au début vaut Q0, et qui petit à petit... Alors à nouveau, ça ne peut pas s'éliminer d'un seul coup, parce que d'abord, il faudra un courant infini, mais ça veut dire qu'il faut évacuer l'énergie du champ électrique dans le condensateur instantanément. Donc il faudra la chasser avec une puissance infinie, ce qui est évidemment impossible. Donc à nouveau ici, la constante de temps taux, et on atteint à 1% près, au bout de 4,6 fois taux, on atteint la valeur asymptotique. Bon, en pratique, tout ça, c'est des modélisations. Au bout de quelques taux, de toute façon, ça vaut 0, ça vaut 0, quoi. Et pour I, du coup, alors, ça serait quoi? Et alors, pour I, bonne question. Donc, pour I, vous voyez qu'on va avoir la dérivée. Alors, I, il suffit de dériver ça. Hein. Donc, ça fait moins T sur taux, moins Q0 sur taux, E puissance moins T sur taux. Et donc, à nouveau, le courant. Alors, le courant valait 0 avant. Et il va être négatif tout de suite après, évidemment, puisque maintenant, tout à l'heure, il a chargé le condensateur, maintenant, il le décharge. Donc, le I va être négatif. Il valait 0 au début, parce que la charge était constante. Et donc, subitement, il va valoir moins Q0 sur taux ici, enfin, c'est-à-dire, ça va être moins E sur R, en fait. Hein. Donc, il change de sens par rapport à tout à l'heure, moins E sur R, et il se rapproche de 0 de façon exponentielle, enfin de façon asymptotique, avec une exponentielle décroissante en norme, enfin, de même constante de temps taux égale RC. Ouais. Votre A de bonus, on a changé son temps. On est d'accord que si on avait fait attention en fonction du temps, donc ça aurait la même tête que Q en fonction du temps. Q0 c'est égal à E. Donc Q0, non, on aurait, si on veut la tension, on démarre de E, effectivement, qui vaut Q0 sur C. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc ça, c'est l'UC.
en fonction du temps. OK? Donc retenez ça, dans un condensateur, la tension est continue, mais le courant peut être discontinu. Et il l'est de fait dès lors que vous chargez, enfin que vous ouvrez ou fermez l'interrupteur. Alors on va voir maintenant qu'il se passe exactement la situation symétrique, si on peut dire, lorsqu'on a affaire à une bobine. Donc maintenant on va regarder l'établissement d'un courant dans une bobine. Je peux effacer ? Donc c'est un autre exercice classique. Enfin, exercice court, c'est un peu... c'est tellement classique qu'il faut l'avoir vu de façon un peu systématique. Donc établissement d'un courant dans une bobine. Alors allons-y. On va avoir à nouveau un générateur de tension continue, E. On va commencer avec une situation d'interrupteur ouvert avec rien qui se passe dans le circuit. Et puis on va, cette fois au lieu d'avoir un condensateur et une résistance, on va avoir une bobine et une résistance. On met toujours une résistance parce que si la résistance est nulle, les courants peuvent devenir infinis. E sur R tend vers l'infini. Alors du coup, en général, c'est pas bon. Puis il y a au moins la résistance des fils, soit dit en passant. Sans compter que les condensateurs et les bobines, en général, ne sont pas idéales et ont une résistance en série pour la bobine et en parallèle pour le condensateur résiduelle qui est négligée dès lors qu'il y a d'autres résistances plus importantes dans le système. Mais si on veut être totalement rigoureux, il faudrait les induire. Simplement, elles sont négligeables la plupart du temps. OK, donc L, R. Donc cette fois, on a un circuit LR. Et on va écrire de la même façon ce qui se passe quand on ferme l'interrupteur. Alors allons-y. I dans quel sens? Comme tout à l'heure. Allez, on va être sympa. I comme ça. On a une tension aux bornes de la bobine ici, une tension aux bornes de la résistance là. Et puis on a la tension E qui vaut ce qu'elle vaut. Donc on ferme l'interrupteur à l'instant t égale 0. Que se passe-t-il? Bon, loi d'émail là-dedans. Ce E-là, il se retrouve là. Et donc on a E qui vaut UL plus UR. Alors que vaut UL? LDI sur DT, OK pour tout le monde? Et UR vaut RI. Donc E vaut LDI sur DT plus RI. Et ça, c'est tout. En fait, ça y est, on a directement une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant qu'il suffit d'intégrer trivialement. Alors je vais la remettre également sous forme un peu normalisée. DI sur DT plus R sur L, I égale E sur L. Oui, égale E sur L. Oui, c'est ça. Et je peux à nouveau l'écrire avec une constante de temps. Donc ça fait DI sur DT plus I sur taux. Donc on reconnaît ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Sur L. Pardon. Plus I sur taux. On reconnaît une constante de temps qui vaut L sur R cette fois. Égale, voilà, E sur L. Où la constante de temps maintenant, c'est-à-dire le temps caractéristique
du circuit, qui va être le temps caractéristique d'établissement de l'intensité dans le circuit, c'est simplement L sur R. Donc tout à l'heure, c'était RC, et maintenant, c'est L sur R. Retenez bien, enfin, ça se retrouve littéralement en une ligne et trivial, mais c'est bien d'avoir en tête, si vous regardez l'homogénéité, gardez en tête que RC, c'est un temps, et L sur R, c'est un temps. D'accord ? Bon, ben voilà, ça s'intègre trivialement en I de t égale. Donc, il y a un régime asymptotique, hein, au bout d'un temps infini, c'est-à-dire au bout de quelques temps caractéristiques, le courant sera établi, donc dI sur dt vaudra 0, et on voit bien que I vaudra alors E tau sur L. Donc on va converger asymptotiquement vers E tau sur L, et on y va, on part de 0, et on atteint cette valeur avec la constante de temps tau. Donc voilà l'équation finale, enfin voilà l'expression finale du courant en fonction du temps, qu'on peut à nouveau représenter sur un graphe. I, donc on a un Imax ici, enfin on a un I asymptotique, je sais pas, je vais l'appeler Imax, et on y va avec une discontinuité de la dérivée, mais une continuité du courant. Et on retrouve à nouveau la constante de tantôt ici. Et alors là, vous voyez que contrairement à tout à l'heure, et ça c'est très important, le courant n'est plus discontinu. Tout à l'heure, quand on a chargé le condensateur, en fermant l'interrupteur, le courant immédiatement a pris la valeur E sur R. La charge, elle, et donc la tension aux bornes du condensateur, n'a pas pu subir de continuité, parce qu'il y a de l'énergie associée au champ électrique dans le condensateur. Donc la charge n'a pas pu être discontinue, mais le courant parfaitement. Instantanément, vous faites partir les charges d'un côté ou de l'autre, ça n'avait posé aucun problème. Mais là, vous voyez que la bobine, en fait, empêche la discontinuité sur le courant cette fois. Et alors la raison profonde est de même ordre que celle de la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur. C'est qu'en fait, lorsqu'il passe un courant dans une bobine, comme j'espère vous le savez, mais comme on le reverra en électromagnétisme, il y a un champ magnétique créé dans la bobine. D'accord ? Quand du courant passe dans une bobine, il y a un champ magnétique intérieur. Or, le champ magnétique correspond à une énergie. Et donc, vous ne pouvez pas subitement passer de « il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de champ magnétique, donc il n'y a pas d'énergie » à « il y a un courant, donc il y a un champ magnétique, et donc il y a de l'énergie ». Instantanément, si vous passez de pas d'énergie à de l'énergie, ça veut dire que vous avez une puissance infinie qui va travailler, qui va apporter cette énergie à partir de rien, instantanément. Et ce phénomène-là, Ouais. à la limite, on peut le voir dans n'importe quel phénomène de transfert d'énergie. Au moment où on commence à voir transfert, il y a une puissance infinie. Non, ben non. Non, par exemple, tout à l'heure, quand on a chargé le condensateur, petit à petit, le truc c'est qu'il y a de l'énergie associée à la charge, mais il n'y a pas de l'énergie associée au courant. Vous pouvez avoir un certain courant n'est pas associé à de l'énergie. Par contre, le fait qu'il y ait une charge, ça implique de l'énergie dans le condensateur. Vous vous rappelez tous de l'énergie emmagasinée dans le condensateur, on va revoir ça d'ailleurs. Donc s'il y a une charge, il y a de l'énergie. Donc vous ne pouvez pas instantanément passer de il n'y a pas d'énergie à de l'énergie, mais vous pouvez instantanément passer de il n'y a pas de courant à il y en a. Il suffit de fermer l'interrupteur et ça marche. Donc s'il n'y a pas de bobine, s'il y a juste des condensateurs et des résistances, vous pouvez parfaitement avoir une discontinuité du courant. C'est ce qu'on a vu. Soit à la charge, soit à la décharge. Mais s'il y a une bobine, alors c'est impossible d'avoir une discontinuité du courant parce qu'au courant est associée une énergie maintenant. Parce qu'au courant est associé un champ B. Et vous vous rappelez tous, je pense, de l'énergie emmagasinée dans une bobine. S'il y a un courant I, il y a une énergie, 1,5 de Li carré, on va revoir ça, dans la bobine. Donc vous ne pouvez pas instantanément établir un courant de façon discontinue. Ni le mettre, ni le retirer.
Vous ne pouvez pas faire varier discontinuellement le courant. Donc dans un circuit, si vous avez un condensateur, à coup sûr la tension est continue. Si vous avez une bobine, à coup sûr le courant est continu. Maintenant, si vous avez les deux, eh bien tout est continu, le courant et la tension. Okay. Donc c'est ce qu'on voit là, le courant est continu, par contre il n'y a pas de condensateur, et donc il est parfaitement possible que la tension soit discontinue. Et de fait, elle l'est. Et dans ce cas, on utilise la relation que I, c'est des sur dt et on intègre sur Oui, ben, enfin, la tension c'est directement LDI sur dt, oui. Enfin, la tension aux bornes de la, la tension aux bornes de la bobine, c'est directement LDI sur dt, et donc vous voyez que, au début bien sûr c'est 0. Et puis dès qu'on ferme le circuit, plaf, immédiatement il y a de la tension. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dérivée du courant qui est finie, qui n'est pas nulle. Il suffit de l'écrire, UL, c'est-à-dire LDI sur dt, c'est simplement E, facteur de E puissance moins T sur tau. Voilà, j'ai juste dérivé, on est d'accord, j'ai juste dérivé cette expression-là. Donc la tension subit une discontinuité et vient ensuite, aux bornes de la bobine, et vient s'annuler asymptotiquement avec une constante de temps, toujours la même, tau, qui vaut ici L sur R, comme indiqué là. OK ? Alors, quelle heure est-il ? Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, soit on fait le circuit LC tout de suite, RLC, mais non, ça va être un peu complexe. On va faire l'énergie emmagasinée puisqu'on est là-dedans, et puis comme ça, ce sera fait. Alors, de la même façon, on pourrait faire maintenant le désétablissement du courant. Si maintenant on ouvre ou disons si à nouveau on annule si on annule le générateur, c'est-à-dire on remplace comme un fil, comme tout à l'heure, une fois que le condensateur était chargé, on l'a fait décharger dans un fil. Maintenant, une fois qu'on a établi le courant, d'accord, je décide d'annuler le générateur. Évidemment, s'il n'y a plus de générateur, le courant il va être nul. Sauf qu'il ne peut pas être nul tout de suite, pour la même raison. Le courant ne peut pas s'annuler immédiatement parce qu'il faudrait que l'énergie magnétique disparaisse. Donc le courant va s'annuler petit à petit. Et donc, si j'ai un courant qui passe et que subitement je fais une dérivation, j'annule le générateur, ce qui va se passer, c'est exactement comme tout à l'heure, le E va devenir 0, et donc on va avoir ça, et donc ça va s'intégrer en, je le fais vite fait là, si donc on a dI sur dt plus I sur tau égale 0, et bien évidemment on va avoir I qui vaudra le courant initial fois E puissance moins T sur tau, et donc on aura une décroissance, un retour non pas instantané à un courant nul, mais un retour progressif avec une constante de temps L sur R à un courant nul. Bon, alors, comme je l'ai dit, tout ça est lié à des histoires énergétiques, donc on va regarder un petit peu l'énergétique de ces situations-là. On commence par la bobine ou par le condensateur ? La bobine ? Allez, puisqu'on y est. Alors, énergétique. OK. Donc, étude énergétique. LR. Alors, comme vous vous en souvenez, quand un générateur fournit du courant, il fournit de l'énergie. Quelle est la puissance associée au fonctionnement d'un générateur ? P
égale UI. Donc ça marche aussi, c'est la puissance reçue par un dipôle en convention récepteur. La tension aux bornes du dipôle fois le courant qui traverse le dipôle dans le sens correspondant à la tension correspond à la puissance reçue. Donc ça, on avait vu quand on a fait le modèle de Drude que c'est tout simplement la puissance qui vient la puissance qui est fournie par le générateur en accélérant les charges. C'est la puissance de la force électrique qui met en mouvement les charges. C'est le travail de la force électrique. Enfin, ouais, de la force qui met en- Oui, parce que le déplacement lui-même... D'accord, ok. Donc ça, c'est le travail. Alors ici, E est constant. Par contre, I n'est pas constant. I vaut, on l'a là. Hein. Donc la puissance fournie par le générateur à l'instant T. Donc voilà, je vais l'écrire comme ça. Puissance du générateur, c'est U fois I. Et donc c'est E fois I de T. Donc U gêné, I gêné, hein, gêné comme générateur. Donc ça va faire E fois I de T, là, c'est-à-dire donc E2 tau sur L, facteur de 1 moins T sur tau. Et au bout du bout, une fois qu'on a établi le courant, à t égale infini, alors en pratique c'est au bout de quelques temps caractéristiques, mais puisqu'on est dans un modèle idéalisé allant jusqu'à l'infini, donc une fois qu'on a établi le courant, quelle est la quantité totale d'énergie qu'a fourni le générateur? Le générateur a fourni une énergie totale E gêné, qui par définition est la somme de la puissance en fonction du temps. Enfin, la somme de la puissance au cours du temps. Donc somme de P dt. De 0 à l'infini. OK? D'accord? L'énergie totale, je vais mettre un E comme ça pour ne pas confondre avec une tension ou je ne sais quel champ électrique. D'accord? Donc la puissance fournie par le générateur à chaque instant, c'est ça. Et donc, une fois que le processus est terminé, que le courant est établi, eh bien, le générateur a fourni tout ça, somme de P de T dt. Et donc, il suffit d'intégrer ça. Hein, donc, ça fait E2 tau sur L, somme de 1 moins E puissance moins T sur tau, de 0 à l'infini, dt. Alors ça fait combien? C'est quoi le truc qui diverge là? Ah, non, oui, non, oui, oh là là là, oui. Alors c'est pas faux, mais évidemment on trouve l'infini parce que on trouve l'infini puisque il fournit en permanence du courant. Donc si on intègre au bout d'un temps infini, on va obtenir l'infini. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Pas le faire au niveau de la décharge de la bobine. Si, mais je voudrais d'abord le faire à la charge et voir qu'on peut récupérer la partie excédentaire. Donc, ok, donc je vais regarder. Faire de 0 à 5 taux. Donc ok, donc ça c'est l'énergie totale fournie. Si on le fait de 0 à 5 taux par exemple. Non, le truc c'est qu'il y a de l'énergie qui a été fournie à la bobine et de l'énergie qui a été fournie à la résistance. Donc je vais regarder juste l'énergie qui a été fournie à la bobine. D'accord? Oui.
Oui. Bon, ça c'est pas faux, mais c'est pas très intéressant. Oui. Remplacer P par donc U égale U fois I est égal à L dI dt fois I. C'est ça. Ça c'est Les dt s'en font et on a l'énergie, c'est 1,5 de L carré. Enfin, on a Oui. Donc c'est ça, c'est l'énergie fournie à la bobine. Ça c'est l'énergie fournie tout court par le générateur. Cette énergie, elle se répartit en bobine et une partie à la bobine et une partie à la résistance. Donc, E fourni, donc je vais l'appeler EL, E fourni à la bobine, voilà. Donc ça, c'est P, c'est EL égale somme de, alors, la tension aux bornes de la bobine fois le courant dans la bobine. Donc la tension aux bornes de la bobine, c'était LDI sur DT. Donc je vous rappelle qu'on a I qui vaut E taux sur L facteur de E moins T sur taux. Vous l'avez quelque part. Et donc U, c'est-à-dire LDI sur DT, on a dit que c'était E puissance moins T sur taux. C'est ça la tension. Oui. Mais on faire Ouais. des dt. Comme ça, on a les dt. Ah oui. Ah bah oui, en fait, oui, tout simplement. Donc ça fait somme de L I dI. D'accord? Parce que ça, c'est LDI sur DT. Fois DT, ça fait LDI. Et ça, c'est I. Et ça fait quoi le résultat? Donc de I égale 0 à I max. I max étant E taux sur L. Oui, bon, donc là, c'est complètement évident. Et donc ça fait évidemment 1,5 de LI carré. Et on ne peut pas faire la même chose pour la résistance, on fait la système. Alors effectivement, maintenant, oui, c'est là que pour la résistance, ça va être infini aussi. Mais la différence, ouais, bon, ça suffit en fait, ça suffit. Donc on a fourni cette énergie-là à la bobine. Évidemment, on a aussi fourni de l'énergie à la résistance, qui d'ailleurs l'a dissipée. On peut vérifier que la puissance fournie, P fournie à la résistance, eh bien, c'est P égale RI carré. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Maintenant, le seul truc qu'on veut, avant de s'arrêter, le seul truc qu'on veut vérifier, c'est que cette énergie qui a été fournie à la bobine, elle est récupérable. Et donc, on va regarder effectivement au moment où le courant revient à zéro, une fois qu'on a éteint le générateur, d'accord ? Retour du courant à zéro. Vous vous rappelez qu'on avait on avait I de T qui valait combien? Qui valait le I max, là, E taux sur L, je vais écrire I max, fois E puissance moins T sur taux. Et donc, si on regarde maintenant la puissance par exemple, c'est ça ou pas? Oui, oui, c'est ça qu'on a trouvé. Hein. On regarde la puissance dissipée dans la résistance, par exemple. Le P égale RI, Non, mais c'est par 1 contre. moins. Enfin, C'est 1 moins l'exponentielle pour l'expression de l'unité. Non. Non, à t égale 0, ça vaut I max, et ça, ouais, ça c'est le retour. Donc la puissance dissipée dans la résistance, c'est R I carré. ça fournit ça.
Bah, on l'a vu l'autre fois, on l'a revu, bah, c'est UI et U égale RI. Dans la résistance. Ouais, mais si on fait le même raisonnement que vous avez fait avec la bobine avec une intégrale, ça ferait U fois I. U c'est RI, donc ça fait R fois I. Donc RI carré. Donc RI carré, mais l'intégrale de ça ne devrait pas être son cube. Non, ça fait un certain truc. Mais si vous l'intégrez sur un temps infini, ça va être infini, puisque I tend vers une constante. Ouais, non, ok, pardon. Donc par contre, dans le retour à zéro du courant, la puissance dissipée dans la résistance, vous allez voir, c'est magique. C'est donc P dissipé égale RI carré. Donc ça fait RI max fois RI max carré, pardon, fois E puissance moins 2T sur tau. OK? Et on va intégrer ça de 0 à l'infini pendant toute la décroissance du courant. Donc E dissipé au total égale somme de RI max carré de 0 à l'infini de E puissance moins 2T sur tau dt. Et ça fait combien? Et on s'arrête. Bah, la somme de l'exponentielle, là, ça fait exponent, donc ça fait donc, E dissipé égale donc RI max carré, ok, fois tau sur 2 fois tau sur 2 E puissance moins T sur tau avec un signe moins quand même à prendre entre 0 et l'infini. OK? Yes? Et donc ça fait... Alors, à l'infini, ça fait 0. En 0, ça fait 1. Donc, ça fait, avec le signe moins d'ici, ça fait donc 1 demi de R I max carré tau. Mais tau, c'est L sur R. Et donc, ça fait 1 demi de L I max carré. Autrement dit, lors du retour à 0 de l'énergie, du courant, pardon, on a donné à la résistance, on a dissipé dans le circuit exactement l'énergie qui avait été communiquée à la bobine. La même. Le générateur a fourni de l'énergie à la résistance et elle l'a dissipée. Ça, ok. Une résistance, ça sait faire que ça, dissiper de l'énergie. RI carré, c'est l'effet Joule. Mais le générateur a aussi fourni de l'énergie à la bobine. Combien? Ben, on l'a calculé. 1 demi de Li max carré. Et lors du retour à 0 du courant, eh bien, on a récupéré cette énergie, exactement la même, puisque c'est cette énergie qui a pu être dissipée dans la résistance. Donc l'énergie fournie à la bobine n'est pas perdue, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est emmagasinée, elle est entièrement restituable, il n'y a pas une once qui est perdue, enfin pas un microjoule qui est perdu. Et cette énergie emmagasinée, c'est 1 demi de Li carré. Et donc on verra quand on fera l'électromagnétisme que en fait, cette énergie, ce n'est rien d'autre que l'énergie du champ magnétique créé par le courant dans la bobine. On le calcule et on voit que ça vaut ça. D'accord ? On fait le condensateur ou pas? Non, on ne fait pas le condensateur. D'accord. Donc on verra pour le condensateur de la même façon que l'énergie fournie au condensateur, 1 demi de Cu carré, est entièrement restituable lorsque le condensateur se décharge. Bon, on se voit mercredi.